Avant que cette vidéo ne commence, Oui, bon, ça a encore changé, hein, je tente des trucs. Bref, avant de commencer, je voulais vous annoncer que j'ai créé une chaîne Twitch et vous pouvez m'y retrouver dès ce soir si vous regardez la vidéo le jour de sa sortie où on fera un live inaugural en quelque sorte. Bref, je vous mets le lien en description. Et encore une fois, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné alors que vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne à se développer. Ragnar Lodbrok. Il y a à peu près un an, je vous racontais l'histoire de ce viking semi-légendaire où son destin se confondait parfois entre mythe et réalité. Et pour celles et ceux qui se rappellent, on s'était arrêté à sa mort, jeté dans une fosse aux serpents. Ou peut-être pas, mais on va voir ça après. Ce que je ne vous avais pas raconté, c'est ce qu'il se passe après. Et autant vous dire que c'est tout aussi épique. Au 9e siècle, ce que l'on va appeler la grande armée païenne va déferler sur les terres saxonnes, avec à sa tête les célèbres Ragnarsson, les fils de Ragnar Lodbrok, Halfdan ou Witjerk selon les versions, Ubbe et surtout Ivar le Désossé, brillants stratèges et guerriers berserkers redoutables. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir cette épopée, qui a marqué l'âge des Vikings au travers de la vie des Ragnarsson. Avant toute chose, il faut comprendre que l'histoire de ce que l'on appelle les Vikings est une histoire difficile à retracer. Et oui, les sources les concernant ne sont pas très nombreuses, mais surtout extrêmement contradictoires. Il y a plusieurs grands types de sources, à commencer par les écrits des Francs qui racontent les incursions vikings en Francie. La chronique anglo-saxonne, écrite à partir de la fin du règne d'Alfred le Grand dans les années 890. Et enfin, l'une des seules sources écrites qui nous viennent directement des Danois, la Gesta Danorum, la geste des Danois en latin, écrite par un certain Saxo Grammaticos, un historien danois aux alentours de l'an 1200. Le problème est donc que les sources sont minces, car la plupart ont été perdues au fil du temps, ou bien à force d'être recopiés puis re-recopiés, certains passages ont pu être modifiés. Et enfin, la plupart de ces textes sont postérieurs aux événements qu'ils évoquent, et sont souvent écrits par des chrétiens. Ce qui donc, bon, niveau objectivité, on repassera. Nous sommes au 8e siècle. Les Vikings sont divisés en de multiples petits royaumes, quasiment coupés du reste du monde, et restent parmi les derniers païens à vivre en Europe. Puis, sans doute à cause d'une explosion démographique, de nombreuses guerres internes chez les Vikings et la volonté d'ouvrir de nouvelles routes commerciales, les Vikings se mirent en tête de s'étendre en direction de territoires encore méconnus. D'ailleurs, le terme viking, qui naît après leur âge d'or, désigne à la base un mode de vie plutôt qu'un peuple en particulier. Du coup, il vaudrait mieux parler de Scandinaves, car les Vikings ne s'appelaient pas Vikings eux-mêmes. On les a désignés comme ça car à la base le mot viking veut dire piraterie ou faire de la piraterie. On peut alors diviser les habitants de ces nombreux royaumes en 3 peuples distincts, même si là encore ça reste un peu grossier. Les Norvégiens s'étendent vers l'ouest, ils conquièrent l'actuelle Écosse et sont les premiers à découvrir l'Islande, puis le Groenland découvert par un certain Éric le Rouge, puis c'est son fils, Leif Erikson, qui devient le premier Européen à mettre le pied en Amérique. 500 ans avant un certain Christophe Colomb. Les Suédois, quant à eux, s'intéressent à l'Est, et à partir du 9e siècle, ils traversent l'Europe du nord au sud jusqu'à atteindre Constantinople, puis le Proche-Orient, où les Vikings y viennent faire du commerce. Le long des fleuves comme la Volga qu'ils remontent en direction du sud, ils créent des royaumes autour des villes comme Kiev ou Novgorod, et posent ainsi les bases de ce qui deviendra la Russie. Mais les fils de Ragnar ne sont ni norvégiens ni suédois, ils sont danois. Les Danois, c'est vers le sud qu'ils s'étendent. À la mort de Charlemagne en 814, son empire connaît ses premiers raids. D'abord au nord de la France, à peu près autour de l'actuelle Normandie, et vers l'Aquitaine. Puis ce sont les Saxons qui connaissent leurs premiers raids. Les Danois continuent toujours plus vers le sud, jusqu'à la péninsule ibérique, où ils franchissent le détroit de Gibraltar avec un certain Bjorn Côte de Fer, un autre fils supposé de Ragnar Lodbrok, qui explorera une partie de la Méditerranée. Les Vikings étaient donc certes bel et bien de redoutables guerriers, mais les réduire à de gros bourrins qui font sans cesse mumuse avec des haches et des boucliers, c'est un peu réducteur. C'était avant tout un peuple très développé, avec une culture, des mœurs et des croyances extrêmement riches. Et je suis désolé, si je commence à parler de la mythologie nordique, ça va durer des heures. Loin de l'image du païen sanguinaire, les Vikings étaient avant tout de grands explorateurs, d'infatigables conquérants, des navigateurs hors pair et des marchands réputés jusqu'à Bagdad.
Les premières incursions danoises en Grande-Bretagne débutent en 789, avec le pillage de l'île de Portland. Puis c'est le pillage du monastère de Lindisfarne en 793 qui marque les esprits, où les Danois ravagent, tuent, pillent et réduisent en esclavage les moines. Et c'est après cet événement que les Saxons commencent à craindre légèrement les Vikings. Pour eux, il n'y a rien de pire que de s'attaquer à la maison de Dieu, et l'arrivée de ces païens serait l'œuvre du diable. Alors que si pour les Saxons c'est un lieu sacré, bah pour les Vikings c'est juste une grande bâtisse qui regorge de richesses. Et puis un monastère, c'est pas ce qu'il y a de mieux défendu. Ce qui correspond à l'actuelle Angleterre et Écosse est à l'époque divisé en plusieurs royaumes anglo-saxons, que l'on regroupe sous le nom d'Heptarchie, la Northumbrie, la Mercie, le Wessex, l'East Anglie, le Sussex, le Kent et l'Essex. Les Vikings vont se servir de cette division et des querelles entre Saxons pour lancer leurs raids, qui deviennent de plus en plus fréquents à partir de l'année 800. Pendant près d'un siècle, les Vikings vont terrifier les Saxons, qui redoutent de plus en plus leurs raids rapides et brutaux. C'est comme ça qu'on arrive à nos Ragnarsson, Ivar, Halfdan et Ubbe. Ils sont tous les trois fils de Ragnar Lodbrok, un roi du Danemark et de Suède semi-légendaire. Et oui, semi-légendaire. C'est là que ça se complique. Guerrier redoutable et ambitieux, ce bon Ragnar reste malheureusement encore aujourd'hui une énigme. Car la plupart des sources qui relatent ces faits d'armes, que ce soit chez les Saxons ou en Austrie, datent parfois de 100 voire 300 ans après sa supposée mort. Et on sait aujourd'hui que beaucoup des faits que l'on attribue à Ragnar Lodbrok ne sont en fait qu'un mélange de moments de la vie d'autres chefs vikings, le tout avec parfois des événements qui tiennent carrément de la légende. Quoi qu'il en soit, il aurait bien eu des enfants, beaucoup d'enfants, qu'il aurait pour la plupart eu avec une certaine Aslog, qui, d'après la légende, serait une sorte de sorcière qui aurait envoûté Ragnar, lorsque ce dernier la vit se baigner nu dans un lac. Ouais, encore une légende, Aslog n'a jamais existé, c'est en fait un personnage de la mythologie nordique que l'on a rattaché à l'histoire de Ragnar Lodbrok. C'est toujours le problème avec l'histoire des nobles vikings. Leurs croyances étaient tellement présentes dans leur vie quotidienne que les mythes et la réalité se confondaient parfois. Et comme ils n'écrivaient pas et transmettaient toutes leurs histoires à l'oral, ben celles-ci ont inévitablement fini par être déformées au fil du temps. D'ailleurs, Ragnar lui-même a été désigné par la suite comme l'un des descendants d'Odin. Si Aslog n'a donc pas existé, c'est parce que Ragnar a eu plusieurs femmes, qui lui donneront de très nombreux enfants, nés à des dates imprécises, dont certains sont entrés dans l'histoire, comme Ivar, Halfdan et Ubbe, mais aussi Sigurd, œil de serpent, ou bien Bjorn, côte de fer, qui eux aussi ont eu leur lot de péripéties. L'histoire de Ragnar Lodbrok et des Ragnarsson, littéralement les fils de Ragnar, reste donc plutôt floue. Nous sommes maintenant en 865, et une grande armée viking avec à sa tête une partie des Ragnarsson s'apprête à déferler chez les Saxons. Mais pourquoi une envie si soudaine d'en découdre avec les Saxons ? La légende veut que la motivation des Ragnarsson pour envahir les royaumes saxons soit la mort de leur père, exécuté par le roi Ael de Northumbrie. Après une incursion vers 865, Ragnar aurait été capturé puis jeté dans une fosse remplie de serpents venimeux. Mais encore une fois, la mort de Ragnar Lodbrok serait en fait bien différente de la légende, et il a en fait sans doute jamais été capturé par le roi Ael. Certaines sources racontent qu'il serait plutôt mort au Danemark d'une dysenterie. Mais alors, si Ragnar n'a pas été exécuté, qu'est-ce qui motive ses fils à envahir les Saxons ? L'invasion de l'Heptarchie a sans doute été décidée lors d'un conseil, où se réunissaient des grands chefs vikings. Ils auraient alors décidé de ne plus se contenter de petits raids, mais de fonder directement des colonies chez les Saxons, et de créer pour cela une grande flotte viking, une véritable coalition de Suédois, de Norvégiens et de Danois. Ainsi, en 865, Ivar et ses frères Halfdan et Ubbe débarquent en Est-Anglie. Mais là encore, on ignore la taille exacte de cette armée. Certains parlent d'une gigantesque armée, mais d'autres évoquent aussi une armée plus réduite, taillée pour ce genre d'incursion. Quoi qu'il en soit, ce que l'on va nommer la Grande Armée païenne, ou bien la Grande Armée viking, ou bien même la Grande Armée tout court, ouais, 800 ans avant Napoléon, bref, les vikings quoi, débarquent en Est-Anglie. Là-bas ils ne rencontrent quasiment aucune résistance, et peuvent sans mal remonter vers le nord, traversant la Mercie, avant d'arriver au cœur de la Northumbrie, où ils assiègent la ville de York. Ivar et ses frères capturent le roi Ael, qui, d'après la légende toujours, serait le responsable de la mort de leur père. Les trois frères auraient donc décidé de l'exécuter en utilisant le supplice de l'aigle de sang. Sauf que l'existence de cette pratique est sujet à débat, et il y a de bonnes chances pour que cette pratique macabre ait été inventée par des chroniqueurs chrétiens, pour nuire à l'image des Danois. En fait, le roi Ael a sans doute été tué lors d'une bataille en 867.
Après la prise de York, les Vikings y fondent le royaume de York, et nombreux sont ceux qui décident de rester et vivre pour notamment cultiver la terre bien plus fertile qu'en Scandinavie. Mais pas le temps de souffler, en 867, la Grande Armée repart vers le sud, et récupère, après négociation entre Ivar et le roi Burgred de Mercie, la ville de Nottingham, que les Danois occupent pendant l'hiver. Pour se déplacer aussi vite dans les terres, les Vikings remontent les fleuves et les rivières à bord de leur célèbre drakkar, même si en réalité le terme drakkar n'est apparu qu'à la fin du 19e siècle, et est un abus de langage. Le drakkar désigne en réalité la proue des navires, et pas les navires en eux-mêmes. Bref, ces navires, remarquablement rapides et à fond plat, ce qui leur permet de naviguer aisément en eau peu profonde, et avec leurs mâts facilement démontables, leur permet d'atteindre rapidement des villages et des villes situés généralement le long des cours d'eau. Par la suite, la Grande Armée va continuer à étendre le royaume de York, jusqu'en East Anglie, où son roi Edmond est tué par les Danois. Ivar le Désossé obtient alors sa réputation de roi berserker. Les berserkir étant de redoutables guerriers capables, selon les sagas nordiques, de rentrer dans une transe presque animale pendant un combat, dont on a longtemps prêté des capacités quasi magiques. Même si en réalité c'est beaucoup plus complexe et intéressant que ça. Je vous mets des liens en description. Tiens, et peut-être que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que Ivar était surnommé le Désossé. Eh bien là encore, on ne sait pas exactement. Peut-être que cela serait une métaphore pour l'impuissance au lit, mais certaines sources parlent du fait qu'Ivar était porté sur un bouclier, ce qui peut donc laisser supposer qu'il était handicapé, et souffrait peut-être d'ostéogenèse, la maladie des os de verre. Ou bien, plus simple et plus flatteur pour lui, Désossé ferait référence à son incroyable agilité au combat. Renforcée par l'arrivée d'un certain Guthrum l'Ancien en 871, la Grande Armée peut continuer ses incursions vers le sud et s'attaque au Wessex, le dernier royaume saxon jusque-là épargné par les Vikings. Ils vont se heurter au roi du Wessex Alfred le Grand, un roi resté célèbre comme le seul à avoir su résister aux envahisseurs. Alfred restera comme l'un des premiers grands rois d'Angleterre, qui fut l'un des premiers à développer l'idée d'une Angleterre unifiée. Jugé intelligent, sage et juste, et jusque-là davantage tourné sur la religion et la culture, il va réussir à se transformer en un véritable meneur d'hommes. Entre-temps, Ivar abandonne la Grande Armée pour partir en direction de l'Irlande et laisse le commandement à Guthrum. En mai 878, Alfred de Wessex et Guthrum l'Ancien s'affrontent lors de la bataille d'Ethandun, et après une journée de bataille féroce, les forces saxonnes parviennent à défaire la grande armée viking. Une défaite qui stoppe net l'avancée des Vikings chez les Saxons. Toutefois, devant les Danois bien plus nombreux, le roi Alfred se voit obligé de signer un traité avec Guthrum, accordant aux Danois la moitié des terres anglo-saxonnes. Ces terres, désormais nommées le Danelot, littéralement la loi des Danois, marquent le début de l'installation danoise en Angleterre, qui marquera l'histoire des îles britanniques. Un nom très fort, puisqu'il signifie que non seulement les frontières ont changé, mais surtout cela veut dire que désormais ce sont les lois nordiques qui remplacent les lois anglo-saxonnes. Une occupation qui va durer près d'un siècle, jusqu'à la disparition du Danelot en 954, à la mort d'Éric à la hache sanglante. Mais malheureusement, et en réalité, on connaît très peu de choses sur le rôle qu'ont joué les Ragnarsson durant cette invasion. À commencer par Ubbe, où on n'a presque rien sur lui. En vérité, il a peut-être fait des trucs de ouf, hein, mais comme on n'a pas de source, bah on n'en sait rien. Et il serait en fait sans doute mort lors d'une bataille. Pour Halfdan et Ivar, on a plus de choses, mais encore une fois, les sources se contredisent. Il est probable qu'il soit parti vers l'Irlande. Ubbe y serait mort vers 877, lors d'une bataille en affrontant d'autres vikings. Et pour Ivar, d'après certains, il serait rentré au Danemark avant qu'on ne perde totalement sa trace, ou bien il serait resté en Irlande et aurait fondé la dynastie des Huit Imair, avant de mourir vraisemblablement en 873. Les Huit Imair étant une grande dynastie celto-norroise, fondée par un certain Ivar avec deux R, et pour certains, ces deux Ivar seraient en réalité la même personne. Vous avez donc vu que retracer la vie de ces célèbres vikings, qui ont été rendus célèbres notamment plus récemment grâce à la série Vikings, bah c'est compliqué. Car la réalité est peut-être bien différente. Aujourd'hui, l'existence de Ragnar Lodbrok est remise en doute. Son histoire n'aurait été qu'un amalgame de plusieurs vies réunies en une seule, pour former un récit légendaire. Ivar, Ubbe et Bjorn et toute la clique des Ragnarsson n'auraient alors peut-être pas eu de lien de parenté, mais seraient juste de simples chefs nordiques qui se seraient, ou à qui on aurait attribué, une prestigieuse ascendance d'un roi viking quasi mythologique. Conclusion, Ragnar Lodbrok a-t-il existé? On ne sait pas. Ses fils, eux, oui. Ils sont même cités par les chroniques saxonnes de l'époque en tant que chefs vikings récemment débarqués en Est-Anglie. Mais on ne peut pas être sûr qu'il ait existé un lien de sang entre tous les Ragnarsson, ni même que leur père ait été Ragnar.
Les sources se contredisent, s'entremêlent, et on a du mal à faire la différence entre les légendes et la réalité historique. Ce qui fait que cet épisode a été particulièrement compliqué à écrire. Bref, parler des Vikings c'est difficile, tant leur histoire a été romancée, voire utilisée à des fins pas très nettes des siècles après. Alors j'espère que cet épisode, un peu moins centré sur un personnage en particulier, vous a plu. Pensez à mettre un like, un commentaire si vous avez aimé, à aller me follow sur Twitch, à me soutenir sur Utip en souscrivant à la chaîne, c'est avec le bouton rejoindre, et à aller me suivre sur Twitter ou encore Instagram. Et moi je vous donne rendez-vous dans de prochains épisodes.